France Maghreb 2. Votre magazine de décryptage, ça s'appelle Le Grand Forum, c'est tous les jours de 16h à 18h. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Nadir Kaya. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et tu seras rejoint dans quelques instants par Fatima Wassak ainsi que de nombreux invités, puisque changement, petite nouveauté dans cette nouvelle saison radiophonique, 8e du nom pour le LGF sur France Maghreb 2. Avec tous les mercredis, désormais, la spéciale du Grand Forum, focus sur un sujet d'actualité en compagnie d'invités pour nous permettre de rentrer en profondeur en échangeant les différents avis. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'ouvrir le dossier Parcoursup parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à ce nouveau système. Et nous serons en compagnie d'une conseillère principale de l'éducation dans un collège en région parisienne qui viendra nous apporter évidemment son point de vue, militante également sur l'éducation. Et puis une historienne enseignante également spécialiste des enjeux de l'éducation. Nous y reviendrons tout à l'heure avec elles. Elles seront nos invités sur France Maghreb 2. Pour l'heure, c'était à la une hier, mon cher ami Nadir. Là, je suis sûr que je vais te rappeler quelques souvenirs. Tu connais un certain Freddie Mercury ? Oui, évidemment. Freddie Mercury, et effectivement, Freddie Mercury, il est né le 5 septembre 1946. La spéciale du Grand Forum, mercredi 5 septembre désormais, sachez-le, le premier mercredi du mois, nous consacrerons une émission entière, complète, pour essayer de répondre aux attentes, de rentrer en profondeur dans un sujet. Aujourd'hui, comme c'est la rentrée, on a décidé de s'attaquer au problème, parce que c'en est un, de Parcoursup. Et avec nous, et pour en parler, d'abord Nadir Kaya. Bonjour Nadir. Rebonjour. Fatima Wassak. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Notre politologue préféré. Et aujourd'hui, pour rentrer dans le sujet de Parcoursup, nous avons convié deux spécialistes. Gundo Diawara, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège en région parisienne, militante sur les enjeux d'éducation. Bonsoir Gundo. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis Lissel Piro-Pérez, c'est ça le nom? Je me suis pas trompé? Lissel Pérez, oui. Très bien. Donc là, vous êtes historienne, mais aussi enseignante, militante sur les enjeux d'éducation. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, chère Fatima, l'objectif de cette émission, cher Nadir, chers auditrices, auditeurs, c'est d'essayer de relater d'abord les problèmes que nous avons à notre connaissance concernant Parcoursup. Rappelons qu'avant Parcoursup, qui a été mis en place, dites-moi si je me trompe, par le gouvernement d'Édouard Philippe, à la manœuvre, le ministre Blanquer, et avant il y avait un autre système, ça s'appelait APB, qui n'était pas parfait, mais il y avait visiblement beaucoup moins de problèmes recensés. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont terribles, des chiffres. Alors moi j'ai vu des 100 000 lycéens qui se retrouvent aujourd'hui sans rien, et on sait combien il est compliqué d'organiser la vie d'un futur étudiant, parce qu'après le bac, on connaît donc son orientation, on souhaite aller dans telle ou telle filière. Il faut pour ce faire, parce que c'est pas proche du domicile pour certains, en tout cas, trouver un appartement, organiser en tout cas tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, vous avez donc des gens au mois de septembre qui n'ont rien et qui sont toujours donc sans avoir trouvé la moindre université. Et Fatima, j'ai bien recensé un petit peu les problématiques. Ouais. En sachant que alors tu parlais de Monsieur Blanquer à la manœuvre, c'est plutôt Frédérique Vidal qui est à l'enseignement supérieur. D'accord, oui, effectivement. Parce que notamment c'est elle qui a signé avec Macron la loi ORE. Ouais. Effectivement, ça a été mis en place par ce gouvernement très vite. Et d'ailleurs c'est ça qui a fait que la mobilisation a été relativement faible. C'est qu'en réalité ça a été mis en place alors que la loi n'était pas complètement votée. Ouais. Donc ça a commencé l'année dernière, l'été 2017, et il y a commencé à avoir des changements, notamment parce que ça se joue et au lycée et à l'université, alors que la loi n'a été votée qu'en mars 2018, tu vois. Donc ça s'est fait très vite. Ensuite, entre mars 2018 et les vacances d'été, il y a eu peu de temps laissé aux mobilisations et à la possibilité pour ces mobilisations de prendre de l'ampleur. Du coup, on a posé une question évidemment aujourd'hui. Alors, c'est vrai, on se demandait tout à l'heure, à juste titre, est-ce que finalement Parcoursup, ça concerne beaucoup de gens? Bah oui, ça concerne tous ceux qui, et on l'espère, qui sont nombreux, entreprennent des études supérieures. Et leur famille, bien entendu, parce que quand on ne rappellera d'ailleurs jamais assez, lorsque l'enfant passe un examen ou lorsqu'il prend une autre orientation, peut-être que les plus concernés ou les plus stressés en l'occurrence sont souvent les parents plutôt que les élèves. Mais pour le coup, avant d'expliquer qu'est-ce que Parcoursup aujourd'hui et qu'est-ce qui différencie Parcoursup de APB, donc l'ancien système, on a posé une question: est-ce que finalement Parcoursup a été une bonne réforme? Alors là, vous êtes catégorique.
En espérant quand même qu'avant de répondre, vous ayez soit été lire de quoi il s'agissait, soit vous êtes concerné de loin ou de près. En tout cas, c'est un score sans appel, puisque sur Twitter, vous êtes 95% à dire que non, ce n'est pas une bonne réforme. Sur Facebook, 86%. Vous continuez en tout cas de voter sur France Maghreb 2, bien sûr sur Facebook et sur Twitter LGF officiel. L'objectif aussi de cette émission, c'est que vous, auditrices, auditeurs, peut-être vous les plus jeunes, nous sommes mercredi, donc beaucoup n'ont peut-être pas cours aujourd'hui. Eh bien, l'occasion vous est donnée de parler à de vrais spécialistes, pour le coup, puisqu'on va essayer en tout cas de répondre à toutes ces questions, de nous appeler 01 40 33 9000 à n'importe quel moment. Vous pouvez poser vos questions, apporter peut-être vos témoignages, vous qui êtes directement concernés par ces problématiques de Parcoursup. Eh bien, vous nous appelez 01 40 33 9000. Alors, qui peut nous expliquer ce qui différencie d'abord APB, l'ancien système, et Parcoursup, le nouveau système? Allez-y, je vous en prie. Qui se lance dans cette explication? Alors, donc APB qui était le système qui était en place depuis un petit moment. Depuis quelques années, 2008, autour de 2008. Donc 10 ans presque, permettait en fait un classement pour les élèves de terminale en faisant des vœux, un certain nombre de vœux, et en fonction de différents paramètres de pouvoir accéder ou non à ces choix. Alors je vais essayer d'être ludique parce que c'est important. Donc je suis en terminale, je passe le bac. Avant de passer le bac, j'ai des souhaits pour l'année prochaine. Oui. J'avais la possibilité, je dis bien j'avais sous l'ancien système, de formuler un certain nombre de vœux. Oui. D'accord. Qui était, on se rappelle de combien à peu près? Je crois que c'était 5 vœux qui étaient hiérarchisés. Oui, c'est ça. Il y avait une. Donc 5 vœux que je pouvais formuler. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc. Et en fonction, alors le logiciel, il y avait différents critères. D'accord. Différents types en fonction de la résidence, des notes, bien entendu, des résultats. Et donc on accède à un classement. Alors là, avec Parcoursup, ce sont des choix ouverts et pas hiérarchisés. Donc ce qui laisse vraiment c'est difficile. Du coup, ça je vois que c'est une des premières difficultés pour les élèves. Ouais. C'est de pouvoir dire, parce qu'en fait ils posent différents vœux, mais on peut pas voir le vrai choix de des élèves, et donc c'est un premier problème. Ouais. Ensuite, c'est le délai, parce que comme Fatima l'a dit, ça a été mis en place tellement avec une certaine précipitation, ce qui fait que hier soir, se clôturait en fait cette phase de. Alors il y a eu différentes phases. La première, on était plus de la moitié en fait des élèves n'avaient pas obtenu le vœu, enfin ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils voulaient. Et là, hier, c'était la phase finale, disons. Oui. Alors que cette semaine, il y a quand même des rentrées qui se sont déjà. Il y a des universités qui ont fait leur pré-rentrée. Ouais. Donc en fait, ces élèves, ils sont toujours dans l'incertitude de savoir où ils iront. Et donc c'est aussi, je dirais qu'il y a tout un certain nombre de choses et une grande pression et un grand stress, parce que on a la mise en concurrence des élèves, des établissements, tout ça dans une grande précipitation. Donc les familles sont stressées, les élèves aussi. On ne sait pas où vont aller les enfants, enfin les élèves. Le travail était bâclé quelque part en fin de compte. Voilà pourquoi j'ai l'impression que ce sondage-là est représentatif de cette. Alors pour compléter un petit peu, se souvenir quand même que l'argumentaire qui a été utilisé jusqu'à toute l'année 2017-2018 pour justifier que Parcoursup prenait la place de APB, donc admission post-bac, c'était de dire deux choses. La première, de dire que le système de tirage au sort était injuste,
injuste. Et ça a été vraiment matraqué dans les médias, dire aux gens mais regardez ce système de tirage au sort, c'est injuste, etc. Là avec Parcoursup, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, qui s'appuie beaucoup plus sur le profil des élèves, des étudiants, etc., etc. Bon, ça c'était de la désinformation parce qu'en réalité le tirage au sort ne concernait que moins de 1% en réalité des étudiants. Donc ça c'était le premier argument qui avait été mis en avant. Et le deuxième argument surtout, c'était de dire on va lutter contre les problèmes d'orientation qu'avaient les étudiants, c'est-à-dire que des étudiants qui se retrouvaient en licence par exemple et qui finalement changeaient d'orientation parce que finalement ça leur plaisait plus, etc. Donc de dire voilà, Parcoursup va permettre de lutter contre ça, donc contre ces problèmes d'orientation. Or, ça c'était le deuxième argument, et force est de constater qu'en réalité, là avec un petit peu de recul, Parcoursup ne règle pas du tout les problèmes d'orientation. Au contraire, puisqu'on voit effectivement, et notamment parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les vœux, que finalement les étudiants, pour beaucoup, partent dans des universités où on leur a permis d'aller. C'est pas du tout, ça ne garantit, Parcoursup ne garantit pas que les étudiants vont dans les universités qu'ils souhaitent au départ. Souvent, c'est des étudiants qui finalement, ils vont là parce que c'est là où on les a admis. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs sont restés en attente. Voilà, ont gardé des options. En attente parce qu'ils se disaient bon là je suis admis là mais peut-être que là-bas ça va se débloquer, etc., etc. Donc ça ne règle pas du tout le problème d'orientation. Et enfin voilà, ça c'est pas un argument mais en tout cas c'était ce qui était sous-jacent, de dire voilà il n'y a pas assez de place aujourd'hui dans les universités, dans certaines universités. Et comme il y a eu le choix politique qui a été fait de la part de cet État, de ce gouvernement, donc Macron, choix qui consiste à ne pas favoriser le service public, à ne pas donner de moyens au service public, c'est-à-dire de créer des places, créer des universités. Au début des années 90, il y avait eu le même problème démographique. Le gouvernement de l'époque avait décidé de créer plusieurs universités, je crois 8 universités en France, plusieurs en région parisienne. Là, voilà, l'État Macron, non, ne crée pas d'université, ne favorise pas le service public. Au contraire, il crée un système sélectif, élitiste, et par ailleurs, parce que ça on va un petit peu en parler, c'est important, par ailleurs tend à favoriser le secteur privé. Et il faut voir, parce que là on n'a pas beaucoup de recul, mais il faut voir dans quelle mesure tout le secteur privé, donc les prépas, les écoles privées, tout le système d'accompagnement en fait pour préparer les élèves à pouvoir intégrer l'école de leur souhait ou l'université de leur souhait. Il faut voir dans quelle mesure tout ça va se développer et donc dans quelle mesure ça va participer de la privatisation de l'éducation en France. Alors avant d'entrer en profondeur évidemment dans ce nouveau système Parcoursup, je rappelle que vous pouvez témoigner bien sûr si vous êtes concerné de loin ou de près, ou vous posez simplement des questions et ça vous rappelle peut-être des souvenirs vous en tant qu'étudiant. 01 40 33 9000 pour interpeller et poser les questions. Je voudrais quand même signaler que même les profs, même les enseignements aujourd'hui au lycée sont complètement perdus. Je voyais à l'image de mon fils où sa prof principale disait que maintenant, à partir de cette année, les appréciations et les notes de la première comptent pour Parcoursup. C'est ce qu'on leur a dit dès hier, et donc toute l'année de la première plus le premier trimestre de la terminale, et on leur a invité fortement d'ailleurs visiblement à ne pas louper le bac français parce que ça risque d'être très très ennuyeux et faire très attention aux appréciations, mais ils ont admis eux-mêmes que ils étaient dans l'incertitude sur beaucoup de sujets concernant donc ce nouveau dispositif Parcoursup. Les enseignants, tu veux dire? Les enseignants. Oui, non, mais les absolument. enseignants, c'est parce que ça se trouve Gundo bientôt elle aura plus de boulot parce que on demande aux enseignants de participer de l'orientation de leurs élèves. C'est pas ça à la base ce qu'on demandait aux enseignants. Un prof de français il fait du français, un prof de philo de la philo. Là, on demande aux enseignants de participer de l'orientation, de participer aux lettres de motivation, de donner leur avis, etc., etc. Voilà, ça c'est absolument pas normal. Donc bon, voilà, il faut voir aussi dans quelle mesure ces enseignants vont participer aux mobilisations futures. Oui. Alors, hormis évidemment Parcoursup, il y a toutes ces réformes. Tiens, je viens de lire aujourd'hui qu'apparemment ils auraient décidé de supprimer le concours de la première année de médecine pour permettre justement à ce qu'il y ait plus de médecins. C'est un véritable grand changement, un grand ménage qui est en train d'être fait au sein de l'éducation nationale et au sein plus précisément et particulièrement des études supérieures. Les conséquences de ce nouveau dispositif, c'est peut-être aussi, ça on l'a lu dans quelques articles, c'est la fermeture de quelques formations aussi, parce qu'il y aura plus assez de place et beaucoup d'élèves se sont découragés au vu du temps que ça prenait pour choisir son orientation d'étudiants futurs. Peut-être un petit mot Gundo là-dessus.
Oui, alors effectivement, selon les témoignages, il y a quand même beaucoup de lycéens qui se sont découragés. D'abord parce qu'ils sont pas suffisamment, ils sont pas formés assez tôt sur les questions de l'orientation. En général, alors moi je suis en collège, mais disons que ce schéma peut se rapporter au lycée. On parle d'orientation en troisième, ou on parle d'orientation fin première, début de la terminale. On se souvient tous d'ailleurs, ceux de notre âge, des conseillères de désorientation, on les appelait à l'époque. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dès que tu avais un petit peu une mauvaise note, pour t'envoyer en plomberie en manuel, quoi. Voilà, et surtout, c'était un peu toujours au même à qui on disait ça. Je sais pas si ça a changé d'ailleurs à ce niveau-là. Non, et puis c'est aussi un âge où on sait pas trop ce qu'on veut faire réellement. Ouais, voilà. C'est ça la difficulté. On n'est pas assez mûr et on connaît pas réellement la société, les enjeux, les différents travails qui peuvent exister, et puis surtout, sachant qu'il y a des nouveaux jobs qui vont se créer dans quelques années, donc aujourd'hui qui sont pas encore existants, mais moi je me souviens très bien à cet âge-là, on sait pas du tout ce qu'on peut faire. On n'est pas tous à égalité là-dessus. Non, parce que moi je savais ce que je voulais faire déjà. Oui, de partage d'informations. Et puis de réseau, tu vois, il y a des gens qui ont dans leur famille les codes qui leur permettent de comprendre qu'il y a telle orientation qui a même de déboucher sur des postes bien rémunérés, etc. Et t'as des gens, non, ils ont absolument pas accès à ces informations. Et en réalité, Parcoursup vient aggraver encore cet élitisme et ces inégalités, en fait. Parce qu'il faut il faut connaître ce système-là et comment il fonctionne pour s'en sortir, pour tirer son épingle. Et encore plus aujourd'hui, qu'hier. Et quand tu parlais des élèves qui finalement n'étaient pas Gundo, quand tu disais les élèves ne sont pas forcément formés à tout ce qui concerne l'orientation, etc. Franchement, là, le gouvernement a tout fait aussi fait tout pour décourager beaucoup d'élèves. C'est-à-dire qu'au-delà même de leur connaissance des différentes orientations possibles, par exemple cette histoire de fiches que les élèves de terminale, on soumet des fiches aux élèves de terminale pour leur dire voilà, tu veux aller dans telle fac de droit par exemple, il faut ça comme acquis. Tu vois. On sait tous. C'est-à-dire, attends, répète-nous. Tu es en terminale. Oui. Tu veux faire du droit. Oui. Avant Parcoursup, tu voulais faire du droit, tu t'imaginais comme ça dans tes rêves avec ta robe d'avocat, etc. Tu te voyais super bien payé comme ça, comme dans les séries américaines, etc. Bon, et tu disais moi aussi je suis capable. Ça restait vague, mais au moins voilà, ça te poussait à aller jusqu'au bout et puis à t'inscrire, à vouloir entrer à la fac de droit. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? La différence avec aujourd'hui, on te soumet une fiche, voilà, avec des attendus. C'est-à-dire, tu vas aller à la fac de droit, d'accord, mais il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu aies le sens de l'analyse, il faut que tu aies un minimum d'acquis. Alors j'ai pas le détail, j'ai pris droit au hasard, mais il faut que je dis n'importe quoi, mais il faut que tu aies quelques fondamentaux en termes de droit, par exemple. Tout un ensemble de critères, quoi. Voilà, et ça, on sait déjà, nous adultes, pour ceux qui ont déjà cherché du travail dans leur vie, vous savez, vous postulez à un poste de chef de projet ou de chargé de mission, etc. Franchement, tu lis la fiche de poste, tu dis jamais j'y arriverai. Même quand t'es surdiplômé, même quand t'as des expériences, etc. Pourquoi? Parce que sur la fiche de poste, il y a toujours plus que ce qui est attendu. Tu vois, on te demande 15 ans d'expérience, de parler 5 langues, etc. Donc c'est des freins et ça décourage. Déjà, nous, adultes, imagine des enfants de 17, 18 ans qui voient ça et qui... Voilà, donc ça décourage. Il y a des choses qui ne sont pas acquis. Alors, justement, là où ça recrée de l'inégalité, c'est quand tu t'as 17 ans, 18 ans, tu vois cette fiche, c'est vrai que tu peux être découragé. Ceux qui sont le moins découragés, c'est qui? C'est c'est des élèves notamment qui sont dans des familles, dans des réseaux, qui vont les réencourager, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire par exemple t'inquiète pas, il y a cette fiche, mais en réalité c'est pas ça. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment, ça met dans de l'incertitude, dans de l'angoisse des élèves, voilà, et ce qu'on peut deviner, c'est que c'est voulu, c'est-à-dire que de manière volontaire on cherche à décourager certaines catégories de population et les décourager dans l'accès à l'enseignement supérieur. Concernés socialement, toujours encore des personnes plus, encore plus. Ça a toujours été, il y a toujours eu des inégalités d'accès. Ce sont toujours les mêmes. Il y a toujours des inégalités, mais en tout cas Parcoursup, voilà, force est de constater que ça vient aggraver encore ces inégalités. Alors on va essayer de comprendre, évidemment, de rentrer en profondeur dans ce sujet. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ceux aujourd'hui d'élèves qui, à ce jour, n'ont rien finalement, et peut-être illustrer au travers d'un ou deux exemples quelle est la réelle difficulté que procure Parcoursup aujourd'hui? Est-ce que vous avez des témoignages ou des connaissances à vous qui permettent aujourd'hui des retours, voilà, sur ce dispositif, au-delà évidemment d'avoir lu au préalable sur ce que nous attend avec Parcoursup, mais est-ce qu'il y a des retours concrets sur le terrain? Qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Peut-être que soit Gundo ou Lissel avoir des témoignages là-dessus.
Alors Lisselle, toi qui es à l'université, moi j'ai pas de chiffres et j'y suis pas confrontée directement, mais par contre j'ai lu énormément de témoignages de lycéens, donc qui sont vraiment au cœur de la problématique. Et là il y a 2 jours, j'ai lu une jeune femme qui témoignait et qui disait on vient de me proposer une place dans une université que j'avais mis un petit peu par défaut. Alors là on me propose une place, on me dit que j'ai jusqu'à 23h59 pour y répondre favorablement ou non, autrement je n'aurais pas de place. Et du coup elle questionnait les gens autour d'elle, ses amis, pour demander alors est-ce que je dis oui, comme ça au moins j'aurai une place, ou est-ce que je dis non au risque de me retrouver sans rien, sachant que pour tous mes autres vœux je suis en attente et que je n'ai aucune certitude. Donc comme disait Fatima, on met vraiment des jeunes dans des niveaux d'angoisse qui sont quand même surréalistes. Lisselle, peut-être des témoignages? Oui. Ouais. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on n'a pas des chiffres parce que le ministère communique sur des résultats positifs. Évidemment. Parce que on a la réforme Parcoursup concerne les filières sous tension. En fait, ce que tu décrivais, Fatima, c'est pas valable pour toutes les universités ni pour toutes les filières, mais pour les filières sous tension. Voilà, comme le droit, comme STAPS, comme sociaux, comme psycho, médecine. Voilà. Donc les filières en fait les plus demandées par les élèves et qui sont demandées parce que sont celles que connaissent les enseignants, parce que lorsqu'on parlait de l'orientation, en fait les enseignants, on le sait là aussi des études sociologiques, on le connaît bien, viennent donc de classes moyennes, supérieures, donc ils connaissent un parcours à peu près, les carrières un peu réservés et classiques, et le reproduisent et donc donnent aussi cette image aux élèves qui demandent également les mêmes parcours ou qui souhaitent faire les mêmes parcours. Alors donc, ce qui est positif, c'est que une grande majorité, par exemple en France, je pense, moi j'enseigne à l'université de Rouen, donc à Rouen c'est pas un bassin et on n'a pas un espace très. Vous enseignez quoi, Lisselle? L'histoire. Ouais. Et donc là, nous par exemple, on a décidé de ne pas classer du tout en lettres et sciences humaines, ne pas classer les dossiers justement parce qu'on est absolument contre cette réforme. Ouais. Mais on n'est pas la faculté la plus demandée non plus et sous tension. Et d'autres le font. Par exemple, chez nous en droit, il y a ces classements. Et l'université a cette possibilité de refuser. Bien près du chaque micro, département peut, puisque en fait les enseignants, c'est à nous de faire ce travail. Donc on a refusé de faire ce travail justement qu'on nous. Mais refuser, ça veut dire quelque part vous pouvez avoir des sanctions vis-à-vis du ministère. En fait, on les a tous classés en premier vœu. C'est-à-dire qu'on pouvait, ce qu'on a fait, c'est que on a tout accepté, on les a tous mis en premier accepté. Voilà. Donc on n'a pas de seuil. Alors attendez, parce que moi je comprends pas bien. Donc là c'est la particularité à Rouen. Oui. Voilà, par rapport au fait que ça soit d'accord. Mais ça, c'était possible également parce qu'on n'a pas des demandes qui viennent de toute la France. Je pense, je sais pas, à des facultés, je sais pas, comme oui, c'est propre à la région. Oui, c'est propre à la région. Donc Paris là, vous êtes pas. Là, on a, je sais pas, on aurait pu avoir 1000 demandes. Nous, on n'a pas tant de demandes que ça. Donc, sur une centaine de demandes, on peut toutes les classer. 100 étudiants, on peut en recevoir 150. Oui, parce que les facultés, il y a 2 types de facultés. Les plus réputées, donc là où les gens vont, et puis les facultés de banlieue, ou alors celles qui ne sont pas si reconnues. Donc à partir de là, je pense que. Exactement. Il va y avoir un critère de sélection qui va être amplifié avec Parcoursup. Bien, alors, il est renforcé dans la mesure, alors, puisque chaque université décide finalement un choix. Et ensuite, chaque filière aussi à l'intérieur de chaque université. Donc, en fait, il y a une mise en concurrence qui s'exacerbe par rapport à ce qu'il y avait avant, dans la mesure où, par exemple, pour conserver, je sais pas, une réputation, disons, d'une certaine notoriété, oui, chacun va vouloir prendre le meilleur en fin de compte. Donc, les moins bons seront délaissés ou renvoyés. Les filières qui ne souhaitent pas. Les filières, exactement, les moins demandées, les places qui restent. Et c'est ce qui frustre justement ces élèves. Est-ce qu'il y a des risques de fermeture, comme je disais tout à l'heure, apparemment d'après ce qu'on a pu recueillir comme témoignage, risque de formation qui risque de fermer parce qu'il n'y a pas assez de monde? Oui, et par rapport aux résultats aussi.
Parce que par rapport aux résultats en termes de débouchés professionnels. Oui, parce que en fait, il y a une concentration sur certains espaces, sur certaines filières et sur certaines universités. Ouais. Et donc pour les autres, par exemple, je parle de mon université, on est dans une phase justement de réduction du nombre de postes enseignants-chercheurs, et donc ça fait que moins d'étudiants arrivent aussi, qu'on va en accueillir moins bien, qui vont partir, parce que cette réforme elle est prévue pour justement éviter que elle est présentée ainsi, que les étudiants partent à la fin du premier semestre. Or, en les mettant dans ces situations aussi difficiles, en les faisant prendre en fait des universités et des filières qu'ils n'ont pas choisies, on va les aboutir au même résultat, c'est-à-dire que des étudiants sont découragés. Moi, j'entendais déjà certains qui commencent là cette semaine et qui ont pas très envie d'aller parce que c'était pas du tout leur premier choix. Donc déjà, ça ne va que... Est-ce que finalement, on est en train de décourager l'ensemble des élèves de France à abandonner les études supérieures, quoi? Alors pas l'ensemble, encouragé, et c'est pas en fait ceux qui étaient déjà pas bien placés, qui ont déjà, en fait, il y a beaucoup d'étudiants, je pense notamment à ceux des quartiers populaires, qui ont déjà fait un effort considérable et ont vaincu énormément d'obstacles pour se trouver à ce niveau-là, et ont fait rien pour les accueillir dans de bonnes conditions, mais au contraire pour continuer à mettre des entraves. Et donc c'est ceux-là qui sont les plus découragés, qui étaient déjà un petit peu hésitants et peureux, parce qu'on arrive dans un espace, quand on n'a pas une famille qui a fait des études supérieures, au contraire. Donc, mais là, moi si je comprends bien, excuse-moi, donc quelque part Parcoursup apporte de la discrimination supplémentaire à toutes ces populations issues des quartiers populaires qui ont subi déjà depuis des années. Et bien plus mais ça, il y a personne qui est organisé pour le dénoncer, notamment chez les professeurs ou dans les universités. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui commencent à se... J'avais parlé d'un article, Christophe, tu te souviens, sur la vie des idées, mais c'était pour les filles des classes populaires. Juste, si tu permets, Fatima, on va en reparler dans un instant, puisque j'ai la pub qui arrive maintenant. On s'en débarrasse, et on continue évidemment de parler de Parcoursup avec Gundo Diawara, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège en région parisienne, dans un collège dans 9-3. C'est ça. Et puis Lissel Quiro-Pérez, historienne et enseignante donc à l'université de Rouen, avec nous, Fatima Wassak et Nadir Kaya, et vous, chers amis auditeurs, pour poser vos questions sur Parcoursup, puisque c'est le sujet à la une de la spéciale du Grand Forum, la première en ce 5 septembre. À tout de suite. La spéciale du Grand Forum, on parle de Parcoursup, messieurs dames, pour cette première de la saison. Oui, parce que tous les premiers mercredis du mois, nous allons ouvrir un sujet et essayer de comprendre avec les témoignages d'auditrices et d'auditeurs pour qu'ils puissent poser des questions, retour éventuellement d'étudiants qui auraient été confrontés à Parcoursup. On va essayer de rentrer en détail avec nos invités et avec Fatima Wassak et Nadir Kaya, nos invités qui sont, je le rappelle, Gundo Diawara, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège en région parisienne, militante sur les enjeux d'éducation, et Lissel Quiro-Pérez, historienne, enseignante, militante sur les enjeux d'éducation également. Juste auparavant, vous signalez une petite info qui vient de tomber, un avion qui venait d'Oran, qui s'est posé à Perpignan, a été mis à l'écart pour suspicion de choléra, et un autre avion est également mis à l'écart pour fièvre du côté de JFK, donc aux États-Unis, en provenance donc des Émirats. Voilà pour la petite info que je vous glisse au passage. Le 01 40 33 9000. On va essayer d'être concret, ludique, parce que ça paraît quand même assez complexe, et pour que chacune et chacun puisse comprendre, je vais prendre un exemple concret, Fatima. Aujourd'hui, voilà, je suis en terminale, j'envisage de faire des études en médecine l'année prochaine. Je prends un exemple que je connais bien. J'habite en Essonne. Bon, visiblement, c'est la fac de Créteil qui est la plus proche, mais je souhaite éventuellement, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une filière médecine qui s'ouvrait proche de mon domicile, qu'est-ce que concrètement ça va, j'allais dire, apporter comme difficulté supplémentaire avec ce nouveau système Parcoursup, Fatima? Alors, je t'avoue, Christophe, que je connais pas bien cette filière médecine. Donc tu parles. Alors on peut prendre une autre filière, je sais pas, droit. Voilà, prenons une filière droit. J'ai envie de faire du droit, j'ai envie d'être avocat. Voilà, demain. Donc j'habite toujours en Essonne.
comment je fais et quelles sont les difficultés que j'aurai maintenant davantage que sous l'ancien système. Voilà. Ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tu motives ton envie d'entrer dans telle fac de droit. Il faut que tu fasses une lettre de motivation. Voilà, comme si tu étais ça n'existait pas auparavant. Non, comme si tu étais en position de demander un emploi. Mais ça, c'est pas une bonne chose, pardon. Justement, je vais essayer de faire l'avocat du diable un peu. C'est pas une bonne chose que d'apprendre peut-être aux futurs non, parce que ça marche travailleurs. Pas pour nous, déjà. Ça marche pas pour nous, c'est-à-dire que tu passes toute la pression. Et puis alors déjà il y a ça, mais il y a déjà toute la pression sur le marché du travail sur les demandeurs d'emploi. Tu vois, par exemple, je disais tout à l'heure, le fait de donner une fiche de poste qui est largement, exagéré dans ce qu'elle demande. D'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, alors, je crois que c'était d'ailleurs la fac de droit, il me semble que c'était Assas. Il y a des enseignants à Assas qui avaient dénoncé dès le début d'année là ce problème des fiches qui étaient données au terminal, en disant que finalement c'était le niveau fin licence. C'est-à-dire que ce qui était attendu des terminales, on leur disait voilà, ça doit être vos acquis, c'était du niveau de la fin de la licence. Donc déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout le découragement que ça peut créer chez les terminales. Donc il y a tout ce système de motivation, Oui. Vas-y, je t'en prie. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Ces lettres de motivation, d'une part, elles sont un petit peu faites, reproduites. On a donné un peu les conseils, les enseignants à tous les élèves, donc ils refont un peu la même lettre qu'on va avoir reproduite par tous. Et puis, de l'autre côté, les commissions, à l'université, on lit pas lorsqu'on reçoit 200. Alors, on est, je sais pas, dans une commission, 4, 5 personnes, on va pas lire 200 lettres de motivation. Donc souvent ces lettres de motivation, elles restent un peu dans le dossier. Ouais. Donc c'est un peu un leurre de dire. Lisselle, pardon de te couper, mais est-ce que aujourd'hui les admissions en université ont visiblement changé, mais est-ce que maintenant, si je me dis une bêtise, rattrapez-moi, mais avant la terminale comptait principalement pour l'orientation. Aujourd'hui, il semblerait que la première soit la plus importante. Oui. Comment on l'explique ça? Pourquoi la première? Alors, en fait, c'est déjà les admissions et en APB aussi, c'était avant le bac, c'est-à-dire dès le premier trimestre, les notes du premier trimestre, et on regardait déjà... De la terminale. De terminale, oui, exactement, donc c'était bien avant le bac. Et là, parce qu'on réduit le temps et d'avoir un seul trimestre comme note de référence, on va avancer un peu à la première, mais c'est une façon de rajouter en fait de la sélection finalement, parce que en un trimestre, on avait des élèves qui en terminale arrivaient bien enthousiastes et donc se donnaient complètement. Alors là, c'est un moyen, puisque on a en fait, c'est de sélectionner. On a 200 lorsqu'on a dans certaines filières 200 300 dossiers qui arrivent, eh bien il faut trouver des critères supplémentaires. Alors ces critères pourraient être justes, mais on constate qu'ils favorisent toujours les mêmes catégories, c'est-à-dire même une lettre de motivation, la maîtrise de l'écrit, le style, ce sont des choses en fait qui sont ce qu'on appelle un peu le capital culturel, et donc ça c'est un héritage quelque part, ou en tout cas demande beaucoup d'assistance, et souvent il y a des élèves qui sont mieux assistés, plus préparés, qui ont un peu une sorte de coaching, voilà, des parents, des enfants de profs, les parents savent contourner ces obstacles. Et donc le problème est que on facilite, enfin en tout cas, pour certains c'est plus facile, et pour d'autres ce sont des obstacles plus difficiles à contourner. Et alors tu as des exemples de carrières assez prestigieuses, tu vois, dans nos entourages. Je vais prendre un exemple, j'espère qu'il me pardonnera de le prendre, mais c'est que pour en dire du bien. Il s'agit de Marwan Mohamed, qui est sociologue au CNRS. Alors lui, son parcours, il est atypique, comme on dit, c'est-à-dire que lui, on l'a orienté, comme beaucoup de jeunes adolescents des quartiers populaires, des classes populaires noires et arabes, c'est-à-dire qu'on l'a orienté vers un BEP,
ce qui existe aussi, c'est CAP, donc les filières professionnelles courtes. Et ça, on le sait, il y a des études qui le montrent, mais il y a aussi nos expériences, notre culture populaire. On sait très bien que les jeunes hommes noirs et arabes sont particulièrement orientés vers ces filières professionnelles courtes, et ça se joue dès le collège. Et ceux-là, donc sont éliminés bien avant le lycée, la primaire, tout ce que tu disais. Mais c'est vrai qu'il arrivait qu'il y ait des accidents. Par exemple, Marwan Mohamed, c'est-à-dire des gens qui ont été orientés vers des filières professionnelles courtes et qui ont réussi, parce qu'on les a sortis par la porte, mais ils ont réussi à rentrer par la fenêtre et par le petit trou, etc. Ils ont réussi quand même à réintégrer l'université et à faire des grandes carrières. Enfin voilà, Marwan Mohamed est aujourd'hui sociologue au CNRS, il enseigne aujourd'hui à New York. Voilà, ça, ce type de trajectoire-là ne sera plus possible. C'est-à-dire que là, pour le coup... En quoi ça sera plus possible? En quoi Marwan Mohamed pourra peu faire le même parcours? Parce que alors, clairement, oui. Mais alors ça, il faut qu'on attende encore les chiffres et les enquêtes qui vont certainement arriver bientôt. Mais juste avant l'été 2018, il y avait déjà des retours sur les lycées professionnels du 93, de la région parisienne en général, du 93 en particulier. C'était parfois 100% de refus ou d'attente pour les lycéens en terminale pro qui demandaient à rejoindre l'université. 100%. Tu vois, il y a 100%. Un lycée à Bondy 100%, à Pantin, je crois que c'était 90% de refus ou en attente. Tu vois. Donc c'est vrai. Et puis tu te souviens, juste avant l'été, tu m'avais, il y avait un discours de la ministre du Travail qui avait déclaré, mais regardez, il y a des secteurs d'activité qui sont en pénurie, par exemple le bâtiment, etc. Mais alors que dans nos banlieues, dans nos quartiers populaires, il y a toutes ces énergies qui grouillent, tous ces jeunes hommes. Et avec cette idée que mais pourquoi tous ces jeunes-là ils se cassent la tête à aller faire des études, voilà, alors qu'on a besoin de bras, voilà, dans la peinture, la plomberie, etc. Et elle l'a dit de manière décomplexée, au calme. Et c'est ça qu'il faut mettre en lien, c'est-à-dire que d'un côté, en fait, des entraves sont créées pour bloquer des catégories de population dont on ne veut plus dans l'enseignement supérieur parce qu'on considère que voilà, elles n'ont rien à y faire, elles glandent, elles passent année après année et puis finalement c'est pour se retrouver au chômage, ça sert à rien. Et parallèlement, on fait tout pour encourager l'ubérisation comme on dit, c'est-à-dire le développement de ces secteurs d'activité, ce qu'on appelle aussi le tertiaire à la chaîne, par exemple le téléconseil, des choses comme ça, le système de caisse, le Uber, etc. Et on encourage les jeunes des classes populaires à s'orienter plutôt là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi mettre en lien. Et alors, en sachant que le cas de Marwan Mohamed, il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y en a quand même très peu qui ont été orientés vers du BEP, CAP, qui se sont retrouvés ensuite chercheurs au CNRS, ça on est d'accord. Mais ça existait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette possibilité pour les familles de se dire... quand même, il y a un petit espoir, il y a quand même un possible. Voilà, il y a un possible. Aujourd'hui, avec Macron et sa bande, voilà, il y a l'idée que non, c'est pas la peine. Voilà, tu es né dans tel quartier, tu es de classe populaire, etc. Voilà, c'est pas la peine d'aller faire, de t'inventer une vie d'intello, je sais pas quoi. Non, on a besoin de toi dans la plomberie, on a besoin de toi dans le bâtiment. Enfin, là, je caricature à peine, parce que vraiment, quand on regarde dispositif par dispositif, voilà, tout est fait, tout est mis en place de manière assez logique, assez cohérente pour arriver à ce résultat-là. Comment on explique, tiens, je m'adresse peut-être à Nadir là, comment on explique que sur la scène médiatique et également sur la scène politique, quand il a s'agi de peut-être de voter cette loi pour que ça passe tranquillement, je crois qu'à part la France Insoumise, personne n'a mené une bataille contre Parcoursup, si je me souviens bien, à l'Assemblée en tout cas. Je pense qu'après c'est toujours le problème de l'information et d'aller la chercher, donc ou d'être concerné par le fait. Pourquoi les émissions qui se multiplient, les émissions de débat, ne consacrent pas une émission à ce sujet pour relater les problèmes gravissimes, parce qu'il en va de l'avenir des enfants quand même. Non mais là après, je pense que les choses ont été dites. Moi, d'après ce que je comprends et j'entends, ce qui a motivé certains et ce qui motive certains, et même dans le passé, c'est du racisme tout court. C'est de catégoriser les citoyens par rapport à ce qu'ils sont socialement, ethniquement, historiquement pour certains. Et aujourd'hui, c'est une des conséquences, mais ça existe depuis longtemps. Donc après, moi, ce que j'ai pu voir à la télé, certains débats, j'ai vu très rapidement des débats là-dessus, où ça parlait de Parcoursup, mais sans plus, on rentrait pas dans le détail comme là, on rentre dans le détail, parce que c'est des gens qui ne sont pas concernés. Donc, et puis c'est toujours pareil, on en revient toujours à la même chose, ils invitent toujours les mêmes experts, et là aussi, c'est les élites entre eux qui se reproduisent même médiatiquement, et quand ils veulent parler de sujets qui dérangent un peu ou qui font le buzz médiatiquement,
systématiquement, ils invitent des gens qui vont dans leur sens ou alors qui peuvent crier un petit peu, mais sans plus, qui vont pas aller en profondeur, notamment par rapport à ce que j'entends là. C'est super scandaleux, mine de rien. Donc voilà, parce qu'ils sont pas confrontés au problème, donc ils vont pas rentrer dans ces petits soucis-là, dans ce détail-là, parce que ça les concerne pas. Mais moi, quand j'entends ça me rappelle mon passé, parce que moi aussi j'étais orienté, je suis passé par un BEP, voilà. Bon, j'ai pas réussi à revenir. D'autres réussissent à revenir et tant mieux. Mais ça démontre qu'en France, il y a un vrai racisme institutionnel qui existe et qui, malgré tout, les oppositions et le fait que certains ont essayé de résister à ça, ça continue parce que les gens, c'est toujours pareil. Quand on parle des quartiers populaires, notamment sur différents sujets, que les gens crient, s'énervent, insultent, c'est pas la solution. La solution, c'est toujours pareil, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de réussir à créer un rapport de force, pas simplement le temps d'une élection ou d'un buzz médiatique, mais de façon à moyen et long terme. Il y a que comme ça qu'on pourra réussir à changer les inégalités qui sont souvent volontairement imposées, qui sont entretenues. Ouais. Il y a que comme ça qu'on peut réussir. Quand on parle de dire que le savoir c'est une arme, et le savoir aussi, il faut savoir l'utiliser à moyen et long terme, non pas comme ça de façon sporadique ou en criant plus fort que les autres. Là, on a la preuve qu'il y a un système qui est malsain, qui continue à se reproduire et qui va concerner toujours les mêmes individus. C'est quoi? C'est un système à l'américaine, Fatima, qui nous est proposé? Alors, juste quand même pour dire, parce que toi tu disais, tu posais la question de savoir pourquoi, en fait, il y avait eu peu de débats sur Parcoursup. Alors en sachant que quand même t'as des médias qui en ont beaucoup parlé. Par exemple, Mediapart, typiquement, a consacré quand même pas mal d'espace, à cette question de Parcoursup. Mais bon, on va parler des grands médias, etc. Là, t'as raison. Mais c'est pas que ça le problème, parce que si c'était que ça, c'est-à-dire si c'était juste invisibiliser un problème, faire comme s'il n'existait pas, etc. Bon, ça c'est une chose, c'est grave, mais voilà, c'est une chose. Non, le gros problème, et ça il faut en parler, c'est le fait de réprimer, de criminaliser le fait que des gens ne sont pas d'accord, qui se manifestent, qu'ils manifestent contre le lycée Arago. Je sais pas si tu as vu, mais tu as des lycéens qui se sont mobilisés contre Parcoursup, tu vois, et c'est vrai que ça commence à prendre dans les lycées. Ils étaient relativement timides pour plein de raisons aussi, et qu'on peut développer, mais beaucoup de raisons ont fait que les lycéens sont peu mobilisés au début. Il y a donc des lycéens au fur et à mesure qui se mobilisaient. Ce lycée Arago, avec disons un public que plutôt classe moyenne blanche, on va dire, et il y a eu une centaine d'arrestations, des gardes à vue, vraiment une criminalisation. C'est-à-dire vraiment, et c'est là où vraiment on a affaire aussi de manière plus globale, c'est-à-dire il n'y a pas que la question de Parcoursup, à un État, à un gouvernement qui ne supporte pas la contestation sociale, qui criminalise la mobilisation sociale. Par exemple, alors tu sais que ces lycéens d'Arago ont été convoqués et donc sont passés au tribunal parfois en comparution immédiate par rapport et ça c'est vraiment très intéressant, par rapport à un objet, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on leur a reproché, c'est une loi qui a été mise en place par Sarkozy, s'il te plaît, intrusion dans un établissement scolaire. Et là où c'est intéressant, c'est que Sarkozy à l'époque l'avait mis en place contre nous, contre les Noirs et les Arabes, pour justement défendre, protéger ces petites classes moyennes blanches. Tu vois l'ironie de l'histoire. Et ça, je pense que politiquement c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a quelques années, on disait aux Français, on va, pour votre sécurité, on va comme ça mettre en avant des lois qui sont liberticides, mais c'est pour votre sécurité, et en faisant des clins d'œil, rassurez-vous, c'est pas vous qui êtes concernés, au contraire c'est pour vous protéger, et on se rend compte aujourd'hui que finalement ces lois se retournent contre ceux et celles qu'elles étaient censées protéger. En tout cas, voilà, il y a le lycée Arago, il y a donc ces lycéens, je crois que c'est 140, un peu plus de 140 lycéens qui ont été mis en garde à vue. Il y a mineurs, alors je crois une quarantaine de mineurs. Il y a dans le sud de la France, il me semble que c'est à Toulouse, à Tolbiac, il y a eu les flics qui ont débarqué, qui ont comme ça évacué les facs Paris 8, où il y avait aussi des migrants. Il y a, tu te souviens, à Montpellier. Et je crois, il me semble que c'est à Montpellier. Il faudrait vérifier. Des fachos revendiqués qui sont venus avec des battes de baseball pour empêcher les étudiants de se mobiliser. C'est ça, c'est à Montpellier. Tu vois, avec l'aide du doyen, tu vois, tu vois la France dans laquelle on est quand même. C'est-à-dire que, donc c'est pas simplement, on ne parle pas de Parcoursup, c'est que c'est limite, tu n'as pas le droit de te mobiliser, tu n'as pas le droit de manifester contre. Je le dis en passant, je sais pas si c'est passé, mais à un moment donné, t'as l'Assemblée qui voulait faire passer, les députés qui voulaient faire passer
une loi pour la possibilité pour les étudiants de passer leurs examens. Parce que c'était un moyen de bloquer une université, c'était de dire on bloque la fac pour pas qu'il y ait d'examen, pour pousser en fait le gouvernement à changer de position, etc. Ils sont en train de faire passer. Alors je sais pas si c'est passé, faudrait vérifier. Il y avait cette idée de cette proposition de loi pour que il y ait un service minimum comme on a un peu avec la SNCF en termes d'examen, et en fait pour que ces blocages en fait finalement soient inopérants et soient inoffensifs. Voilà. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, au-delà de Parcoursup en réalité, c'est dans quelle mesure en France aujourd'hui on est encore en possibilité parce que tu dis il faut créer un rapport de force, mais attends, moi j'ai des enfants par exemple, si j'ai des enfants qui sont au lycée, je vais réfléchir à deux fois quand je vois le lycée Arago, je vais réfléchir à deux fois avant de les encourager à se manifester et à se mobiliser, tu vois. Bon, évidemment, je le ferai pas parce que on est politique et il faut quand même se battre. Mais je veux dire, ça crée quelque chose en fait, cette criminalisation. Certaines peurs. Oui. En tout cas, ça crée de la démobilisation. Voilà. Donc, il faut espérer que les gens se laissent pas démobiliser. Et en plus, il y a eu aussi quelque chose de plus pervers médiatiquement, c'est que non seulement on a fait en sorte de pas mettre en avant la contestation de la part des étudiants, mais en plus de ça, on a seulement abordé la question de Parcoursup selon l'angle de la comparaison avec APB, en mettant en avant des chiffres. Voilà. Alors, la guerre des chiffres. C'est ça, en cachant complètement l'idéologie quand même qui a derrière Parcoursup, qui instaure pleinement, comme tu l'as dit, Lisselle, une politique de sélection. Non, on a dit alors APB, combien de gens ont eu un vœu, peu importe lequel, peu importe. Et ça vraiment, pour moi, ça dit tout quoi. Ça dit tout. Ouais, c'était de la manipulation. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la réforme du bac qui est en train de se mettre en place? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de banaliser ce bac en supprimant toutes les filières? C'est qu'aujourd'hui, en première, on fait le choix de faire une première S, une première L ou je ne sais quoi. Eh bien, apparemment, tout ça va disparaître. Oui. Ouais. Lisselle, peut-être un mot là-dessus. Oui, ça va disparaître. En fait, on va créer par filière. Je pense il y en a une sciences, histoire géo, sciences politiques, mathématiques, ensuite physique, chimie. Enfin, on va créer comme ça 8 filières, je crois, différentes. Alors, apparemment, on présente toujours d'ailleurs comme une bonne réforme. Ça va être plutôt plus diversifié. On va pouvoir accueillir tout le monde, sauf que en réalité, on va organiser ce bac par bassin, c'est-à-dire qu'on va faire que chaque ou plusieurs lycées d'un même bassin donc se spécialisent dans une des filières, c'est-à-dire que par exemple si on veut faire un bac sciences, il faudra aller dans un lycée, mais si le frère ou la sœur veut faire une sciences autre politiques, ça sera dans un autre lycée. Ouais. Et donc c'est une façon, encore une fois, de mettre d'une part en concurrence les différents établissements et puis de diminuer le nombre d'enseignants. Non, parce que ça va, du coup, on va pas avoir besoin. Donc, dans chaque lycée, on n'aura pas, comme aujourd'hui, la filière L, ES, S, mais une seule. Donc spécialisée et avec un peu à la chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose de très préoccupant, vraiment d'engager cela, parce que ça forcément on aura moins d'enseignants, moins souvent de titulaires, enfin plus de sélection encore une fois, parce que tous les élèves ne pourront pas aller. On imagine, comme souvent la filière S est la plus demandée. Donc est-ce que tous les élèves ne pourront pas aller dans un même lycée qui sera le lycée d'excellence ou le plus demandé. Donc vraiment, je pense que c'est une réforme vraiment à prendre très attentivement, parce que elle est bien, comme souvent bien, on fait passer ça avec beaucoup de communication et comme quelque chose de très positif et novateur, mais en réalité derrière il y a toujours ce critère de sélection, de diminution d'économie, de faire vraiment l'éducation au rabais, donc et de pas du coup sélectionner les élèves en fonction de leur origine sociale. Moi ce que je
Je me permets de te couper parce que moi, c'est super intéressant. Je remercie France Maghreb 2 parce que moi le sujet je le connaissais pas du tout, quoique j'ai un enfant qui va être concerné très prochainement. Mais quand j'entends ça, moi je bondis parce que quelque part je me dis mais ces gens-là, même si derrière cette idée-là de vouloir créer encore des inégalités supplémentaires, il y a un moment donné ça va péter. Tu peux pas, surtout que là il en va de l'avenir de nos enfants, même si c'est pour certains ce ne sont pas des enfants comme les autres parce qu'ils sont issus des quartiers populaires ou pour certains de l'immigration. Il y a un moment donné, je pense pas que les parents ou même les enfants, ne voyant plus d'avenir, ne voyant plus la possibilité de pouvoir dans cette société dite égalitaire, avec des valeurs que l'on connaît tous et qui ne sont pas réelles au quotidien, je me demande jusqu'où on va aller, quoi. Il y a des générations sacrifiées, j'en fais partie, d'autres en font partie. On aurait souhaité nous aussi. On a été des enfants avec le rêve de vouloir la possibilité de faire un métier qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais bon, c'est pas très grave. Mais comme moi, quand je pense en tant que parent à ce qui peut arriver à nos enfants, et de voir quelque part ce silence ou cette incapacité toujours des uns et des autres à pouvoir se mobiliser, parce que là, c'est concret, hein, c'est un vrai sujet parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, et de voir qu'il y a des choses qui se répètent, notamment politiquement. Je me dis, il faut que ça éclate. Je suis pas quelqu'un qui est partisan de la violence. Plus de la réflexion et une certaine sagesse, oui, éventuellement. Mais là, je pense qu'il faut que ça éclate parce que on va pas répéter encore, on va pas encore sacrifier des générations. Moi, j'ai pas envie que mes enfants soient sacrifiés comme nous on a pu l'être. Après, j'ai envie de te dire, la balle, elle est un peu dans notre camp. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que là, on parle de Parcoursup, on parle du système scolaire, éducatif français. En réalité, de manière plus générale, la stratégie libérale, néolibérale, pour casser les services publics, parce que c'est ça. Et l'idée, c'est que il faut faire de l'argent. C'est la base. Voilà. Il faut faire de l'argent, donc le service public ça va pas. Il faut la gratuité ça va pas. Et voilà. Et les pauvres. Et puis de toute façon, les pauvres, qu'est-ce qui leur prend de vouloir faire des études, etc. Non, il n'y a pas à faire d'études, etc. Voilà, qui restent dans leur petit. Voilà. Donc alors pour pouvoir casser les services publics, en fait, la meilleure stratégie, et c'est vrai qu'elle marche, c'est de pourrir le service public. Voilà, c'est-à-dire on dit, par exemple, la pénurie. C'est-à-dire on organise la pénurie, les hôpitaux par exemple. Comment tu fais pour que les gens en aient marre des hôpitaux publics ? Parcoursup, la spéciale du Grand Forum qui consacre donc pour son premier numéro de la saison chaque premier mercredi du mois. Dorénavant, nous allons ouvrir un sujet en profondeur, et aujourd'hui c'est Parcoursup. Que les autres médias d'ailleurs ont un peu occulté, ignoré pour le coup. On va continuer d'en parler puisqu'il semble que ça creuse un certain nombre d'inégalités supplémentaires par rapport à l'ancien dispositif. Toujours encore, il y a des gens qui s'organisent, on en reparlera dans un instant Fatima, mais juste, je voudrais qu'on accueille, si vous le voulez bien, Karim qui a visiblement deux exemples à nous proposer, nous présenter, qui illustrent bien la problématique. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Donc en aparté, vite fait, bon moi je parle comme les vieux parce que je suis vieux, mais moi quand j'ai eu mon bac en 77, je l'ai passé au lycée Balzac. Je suis monté au secrétariat, moi j'avais une attestation, j'ai pris la ligne 13. Je suis descendu au métro de Tolbiac. J'ai été à l'université, je me suis inscrit, on m'a donné la sécu, je suis reparti, tout était réglé en 1 heure. Super. Et ça marchait très bien ce système. Hein. Oui, je comprends pas. Le lycée Balzac, il se trouve à Porte de Clichy pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez, je comprends pas. Alors moi je vais vous dire, moi je pense que, je vous donnerai des exemples un peu, je pense que c'est une véritable complot qui a été mis en place pour éliminer les classes populaires non seulement du savoir, mais surtout pour éviter à ce qu'un jour ils puissent devenir députés, ministres ou maires, et qu'ils puissent aussi contester certains droits de certaines catégories dans ce pays. Moi je pense, hein, je pense que c'est un véritable complot qui a été mis en place. Ceci dit, moi je vais vous dire, en plus il y a une ségrégation par le nom. Parce que quand le truc qui tourne, vous savez pas qui décide. Il peut très bien, même s'il y a de la place, Mohamed, non, on va passer au suivant, tiens, Christian, on va lui dire oui, par exemple. Vous comprenez? Alors moi, je connais deux filles qui sont dans la même classe, hein, Inès et Sarah, deux, hein, dont une d'origine maghrébine et l'autre non, et qui étaient, donc, je peux citer le lycée, hein, c'est le lycée Brassin dans le 19e, hein. Alors, Inès, alors, elles ont fait les mêmes demandes, hein. Inès n'a jamais eu de réponse, elle attend toujours. Par contre, Sarah, elle a été acceptée à Paris, Bordeaux et Angers. Comment on l'explique ça Attendez, et je voudrais simplement dire une chose. De toute façon, Inès, sa mère m'a dit, mais de toute façon, combien même elle aurait été acceptée à Bordeaux ou à Angers, son père il est au chômage, moi je suis caissière,
Karim, comment veux-tu qu'elle aille à Bordeaux, se trouver un logement à 700 ou 600 ou 800 euros? Qui va lui payer? De toute façon, elle avait dit, si c'était pas Paris, de toute façon, elle n'a pas eu de réponse. Donc le problème est réglé. Mais le fait de proposer comme ça des postes à 600, 400, 500 kilomètres, tout en sachant que les gens n'ont pas forcément les moyens, c'est aussi une autre manière de discriminer, parce qu'on peut très bien dire, mais vous avez refusé. Mais on a refusé pour des raisons économiques. Je comprends pas qu'on puisse proposer des postes à des gens à 500 kilomètres de chez eux, sachant que les gens n'ont pas ces moyens de se loger, etc. Donc voilà l'exemple que je voulais vous donner. Merci Karim, merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, moi, Karim. Fatima, Fatima souhaite te parler, Karim. Bonsoir Karim. Karim, vous parliez de complot, mais il y a pas besoin d'utiliser ce mot de complot en réalité, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment on a affaire à un gouvernement décomplexé qui dit les choses de manière relativement mais il a été tranquille. Et je parle pas que du gouvernement Macron, parce que ça date pas d'avant-hier. En réalité, il y a un rapport officiel, institutionnel, le Haut Commissariat à l'éducation, il faudra que je vérifie l'intitulé exact de cette administration publique, qui a rendu un rapport dans les années 2007-2008, il me semble, qui disait tranquillement, voilà, il y a trop de monde dans les universités, il faut pouvoir réduire l'accès, et l'une des pistes qui était envisagée, c'était les frais d'inscription. Il fallait augmenter les frais d'inscription. Et donc là, c'était écrit noir sur blanc, c'est-à-dire on va augmenter la cherté, on va faire en sorte que ce soit plus gratuit, relativement gratuit pour tout le monde. On va faire payer comme ça, seuls ceux qui auront les moyens de payer pourront entrer, ceux qui n'ont pas les moyens, donc les pauvres. Moi, je voudrais compléter mon intervention entrer. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas besoin de parler de complot, c'est de la politique, voilà, c'est des idéologies politiques. Juste pour finir, Karim, la maman d'Inès m'a dit que la gamine, elle avait eu son bac avec 16,15 de moyenne, et que Sarah l'avait eu qu'avec 14,5. Et c'est Sarah qui a eu les propositions. Ouais. Alors merci Karim, parce que bonsoir. Et vous pouvez bien entendu nous appeler pour relater quelques exemples que vous avez autour de vous. Si vous êtes vous-même concerné, 01 40 33 9000. Je me tourne vers Lissel. Est-ce que là, ce que vient de dire Karim, c'est vraiment ce que l'on peut constater, j'allais dire, avec ce nouveau dispositif? On a deux exemples concrets qui ont choisi la même filière. Karim vient de nous indiquer une chose importante quand même, c'est que Inès a obtenu son bac avec une meilleure moyenne que Sarah, et pourtant c'est Sarah à qui on a proposé trois possibilités. C'est ça la problématique principale? C'est la problématique principale. Je dirais que finalement, le fait d'ouvrir, plus on a de vœux à faire qui ne sont pas hiérarchisés, et plus, ça va instaurer vraiment une résolution, une classification aléatoire, complètement aléatoire, dans le meilleur des cas, parce qu'on n'a pas tous les critères et on n'a pas du tout. Oui, c'est absolument, il y a une véritable opacité par rapport à ces critères de sélection. Ça serait la première observation. Une autre observation, c'est que, en effet, qu'est-ce que ça veut dire d'accorder des vœux aussi loin, par rapport à la résidence, alors que normalement sur les systèmes APB, en fait, la région jouait plutôt pour sélectionner plus proche, ce qui est logique pour les étudiants quand même, ils ont 17, 18 ans, on va pas les envoyer trop loin de leur lieu d'habitation. Et puis enfin, ce que tu disais aussi, Fatima, par rapport à cette question de la libéralisation de l'université, on peut ajouter que à partir de 2019, donc la rentrée prochaine, il n'y aura plus de licence telle qu'on la connaît première année, L1, L2, L3, mais ça sera une licence ouverte, c'est-à-dire que elle pourrait être faite en 1 an, en 4 ans, en 5 ans. En fait, il y a plus de 3 ans de licence, comme jusque-là. Donc ça veut dire que les étudiants ne vont plus s'inscrire sur une année, comme on le fait jusque-là, des droits d'inscription, puisqu'on peut le faire finalement, on pourrait faire une licence, personne pourra la faire en une année, mais disons que théoriquement on pourrait le faire, donc il faut bien s'inscrire selon quels critères, je parle financier, ça veut dire que on va devoir avoir des crédits et payer pour chaque crédit, c'est-à-dire chaque cours, et donc ça veut dire une augmentation, c'est logique, on va avoir une augmentation mais très importante des droits d'inscription,
puisque on va payer par cours, par crédit, l'université, et on aura, comme on l'a vu dans les autres pays où ça a été instauré, ceux qui ont les moyens pourront en effet faire leur licence en 2 un peu comme aux 3 ans. États-Unis finalement. Exactement. Voilà. Et puis les autres, Barack Obama a fini durant son mandat de rembourser ses études. C'est ce qui nous attend aussi. Donc il faut savoir que là, on a pas mal de réformes en fait qui viennent, qui sont là mises en place pour libéraliser complètement le système éducatif français. Qu'on sait, on avait jusque-là une sorte d'exception française sur ce. Là, on va aller vraiment homogénéiser par rapport aux autres systèmes. Il y a vraiment une discrimination qui est faite, produite, au-delà des enfants, enfin au-delà des gens issus du quartier populaire, Fatima, Nadir et chers amis, c'est que là ça s'adresse plutôt, je veux dire, c'est un véritable coup de massue envers la classe pauvre, ceux qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, demain, ne pourront pas, parce qu'on n'a pas d'argent, pousser leurs enfants à faire de hautes études. Alors, en sachant que, excuse-moi, quand même, il ne faut pas être complètement nostalgique du passé en disant, voilà, avant c'était super, aujourd'hui ça n'est plus. D'après ce que nous dit Karim, c'était sympa quand même. En tout cas, les chiffres, parce qu'à un moment donné, il faut aussi parler de chiffres, ils n'étaient pas si bons que ça dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des inégalités d'accès dans l'enseignement supérieur. Je le disais, les jeunes hommes des quartiers populaires, et ça c'est des chiffres, ça a été étudié, il y a eu des enquêtes sociologiques qui ont été menées, ont été pendant longtemps et sont toujours largement surreprésentés sur les filières professionnelles courtes ou longues. Donc et ça, voilà, c'est pas Parcoursup qui l'a créé. Donc finalement, en fait, là, il s'agit de discriminer d'entraver du moins les personnes, en réalité quelque part les exceptions des classes populaires qui avaient accès, qui arrivaient jusqu'en terminale en fait. Mais voilà, mais en tout cas c'était pas. Mais c'est vrai que ça vient aggraver. Donc il s'agit d'aggravation d'un système inégalitaire et discriminatoire, voilà. Ali de Drancy est avec nous. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir. Justement, moi je voudrais vous apporter un témoignage, mais qui est flagrant. C'est-à-dire, je suis d'origine algérienne. J'ai un frère qui est marié avec une Française et ses enfants ont fait des études et l'une de ses filles a choisi médecine. Donc, elle a fait un dossier et ses enfants portent des prénoms français et son dossier a été refusé. Elle a fait une chose. Dans le nom de famille, elle a simplement changé une lettre. Elle a mis un D à la place du B. Elle a renvoyé le même dossier et il a été accepté. Oui, alors. Elle a fait du testing individuel. Attendez, Ali. Non, mais c'est extraordinaire. Là, il faut que les gens, quand même, là, il faut qu'on se rassemble. Là, franchement, il faut qu'on se rassemble. Il faut faut prendre connaissance parce que peut-être qu'on n'a pas su toucher la problématique principale. Mais là, au travers de 2 témoignages, chers amis, que nous avons. C'est de la discrimination qui est vraiment purement et simplement, qui est assumée, quoi. Là, clairement, aujourd'hui, quand on s'appelle Fatima Wassak et qu'on veut entreprendre de grandes études, on aura forcément plus de difficultés que lorsqu'on s'appelle Christophe Rowe. Non mais, je veux dire, voilà. Visiblement, au travers de 2 témoignages. C'est un scoop, Christophe, parce que tu sais que c'est pas juste dans l'accès à l'enseignement supérieur, même pour trouver un stage au collège, quoi. En 3e, déjà, t'es discriminé. Ça, on le sait. Il y a plein d'études aussi qui montrent qu'il y a de très très fortes discriminations sociales, en particulier raciales, dans l'accès au stage, par exemple, tu vois, pour des petits collégiens. Donc là, c'est pas du tout un scoop. Non, mais comment on explique ça, là, Ali? Il est en train de nous dire que cette fille, donc, a changé une lettre dans son nom pour peut-être le rendre plus français ou je ne sais quoi, si c'est bien ça, Ali, et son dossier a été accepté. Sa mère est française, et les prénoms de ses enfants sont français. Oui, en plus. Oui, mais il y a le nom du papa qui pose problème. Elle a changé simplement une lettre dans le nom de famille. Elle a mis un D à la place d'un B. Ouais. Elle a renvoyé le même dossier, et là, le dossier a été accepté. Eh ben, un dé qui a été productif. Par la suite, et puis elle les a vraiment incendiés. Ouais. Merci Ali pour votre témoignage. Elle a été obligée de changer de filière. Maintenant, elle est en quoi maintenant?
Elle est devenue ingénieure par la suite. Bon, ce qui est pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Quand même. Quand même, pour vous dire absolument. que la discrimination, elle existe. Merci Ali en tout cas. Voilà. Bon, alors après avoir fait tous ces constats, Fatima Wassak, Lissel, qui est, je le rappelle, enseignante à l'université de Rouen, hein, et Gundo Diawara, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège du 9-3 en 93. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est fait, c'est passé, c'est là, c'est sur la table. Les problèmes sont là. Je sais que Fatima Wassak, vous n'êtes pas silencieuse et vous vous organisez, à l'image du syndicat Front de Mer, que vous avez créé, co-créé d'ailleurs. Vous organisez une journée spéciale le 15 septembre à Montreuil. Et on va parler de plein de sujets, entre autres d'éducation sexuelle, qui a été l'objet d'une chronique très suivie, mais alors très commentée aussi sur les réseaux sociaux. Pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, on peut le regretter. Mais aussi on va parler de Parcoursup le 15 septembre, Fatima. Oui, alors effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, Nadir nous invitait en tant que parents, enfin s'invitait lui-même, nous invitait collectivement à nous organiser et à pas rester passifs en fait face aux réformes entre guillemets de ce gouvernement. Voilà, nous on est professionnels, on est parents et ou parents. Et on s'organise, c'est-à-dire que on sort du dilemme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre d'un côté se dire en fait je vais de manière très égoïste m'occuper de moi et de mes enfants, parce que justement ce système-là me pousse à être dans la concurrence. Voilà, nous on est de sortir de ça et de se dire non, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on se batte ensemble pour faire que le système change et qu'il soit plus un système élitiste de mise en concurrence, mais au contraire un système où l'ensemble des enfants puissent s'épanouir et réussir. Et alors là où quand même on a une approche très inédite, c'est ce qu'on pense, c'est que vraiment on n'est pas du tout sur un truc d'un télo inaccessible, etc. Justement élitiste, etc. Nous on est très très concrète, très petite chose. Donc voilà, par exemple il y a Parcoursup, déjà c'est quoi Parcoursup? On dit voilà les parents il faut qu'ils soient plus engagés dans l'école, etc. Déjà on commence par là-bas, c'est-à-dire c'est quoi les droits des parents? On parle des différentes réformes. Voilà, on les prend une par une. C'est quoi les différentes réformes, etc. On va les éplucher. Voilà, et on prend. Voilà, alors tu parlais effectivement du cours d'éducation sexuelle. La base. On se met autour, plutôt que de crier, de hurler au loup, on se met autour de la table et on sort les sources, les textes de loi, les articles, les témoignages des uns, des autres, etc. Et puis on travaille. Voilà, donc c'est une journée qui est comme ça très concrète, très dans la pédagogie presque, et qui est adressée donc autant aux parents d'ailleurs et aux enseignants qu'aux enfants, parce que voilà, il s'agit pas de faire sans eux, c'est quand même eux qui sont les principaux concernés, directement en tout cas, et donc il y a des ateliers aussi qui sont à destination des enfants, ils vont pouvoir danser du Bollywood, ils vont pouvoir apprendre à parler du soninké, de faire de l'histoire, alors avec des cours d'histoire d'un point de vue anticolonial. Voilà, donc il y a les enfants pourront faire comme ça c'est plein de choses. C'est gratuit, comme tout ce qu'on fait au Front de Mer, c'est gratuit. Alors la journée, alors ça tombe bien parce que voilà, alors tu vois, les invités que tu as eu aujourd'hui justement sont actrices du Front de Mer. Je me disais bien qu'il y avait un truc dans ce genre-là qui se préparait. On est solidaires, donc c'est du cumul tout ça, non? Ouais, c'est là le cumul des mandats là, à dénoncer franchement. Et donc c'est Madame Gundo Diawara qui va être la maîtresse de cérémonie de cette journée-là, donc qui va animer l'ensemble de la journée. Et puis c'est Lissel qui va notamment animer un atelier d'histoire, et je te laisse en parler. Un atelier d'histoire anticoloniale. Bon, alors cet atelier, on a choisi un événement très très important comme est la révolution haïtienne, à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, alors axé pour les enfants. Alors notre idée est en fait vraiment de les intégrer et de construire avec eux aussi. C'est-à-dire qu'on part le concret aussi partir de notre expérience de parents. Moi aussi j'ai 2 enfants petits et voilà comment transmettre, parce que on est confronté à ces problèmes concrets, administratifs, etc. Mais on a aussi identitaires, mais on a aussi à penser avec eux d'autres formes plus justes, plus humaines, pas en opposition systématique et frontale avec l'école, mais plutôt en essayant
de changer, de transformer pour que cette école soit publique, hein, parce que nous on milite pour défendre, parce que vraiment on est pour l'école publique, que cette école publique soit plus juste, inclusive, et où on puisse transmettre également nos histoires, nos langues, vraiment qu'on soit dans une ouverture et une ouverture des possibles, et pas dans une fermeture. Donc moi j'animerai un atelier, mais on en a d'autres. C'est le 15 septembre, on rappelle, hein, les auditrices auditeurs. À partir de 14h. Et venez vraiment Fatima, tu vas faire quoi, toi ? Et nombreuses. Moi j'ai un petit temps pour présenter le front de mer. Puis après, non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a une garderie notamment. Donc voilà, par exemple, je serais peut-être à garder les enfants des uns et des autres. Mais les bénévoles sont les bienvenus. Mais vraiment dire aux parents et aux enseignants en particulier, sur Facebook, il y a une page dédiée front de mer. Front de mer. Alors pour les précisions, donc c'est le 15 septembre, c'est de 14h à 20h, c'est à la Parole Errante, donc à Montreuil. C'est où ça ? C'est gratuit. L'adresse, madame. Parole Errante. Mais ça, Croix de Chavaux. Croix de Chavaux. Ah oui, d'accord. C'est à 3 minutes de Croix de Chavaux. Du métro, et vraiment venez, amis auditeurs et auditrices, et vraiment tous les acteurs de l'éducation. Ça tombe bien, j'ai pas piscine ce jour-là. Non, mais vraiment venez, parce que c'est quelque chose, tout à l'heure je disais, d'assez inédit, parce que c'est Lisa disait voilà la question de la transmission. Mais souvent on en parle de manière un petit peu théorique. Il faut transmettre à nos enfants ce qu'on est, nos identités, notre religion, etc. Là, il s'agit vraiment de dire oui, mais concrètement comment on fait. Par exemple, un exemple, on transmet nos langues de l'immigration, par exemple. Il faut transmettre. Il y a des parents qui parlent pas eux-mêmes leur langue maternelle. Tu le sais, Christophe, c'est-à-dire que leurs parents leur ont parlé, mais ils n'ont pas forcément répondu dans la langue maternelle, ou alors leurs parents parfois leur ont dit, par exemple, des parents, je sais pas moi, qui parlent arabe, et qui ont dit à leur enfant ne parle pas arabe parce que sinon ça va être un handicap, etc. Et du coup, l'enfant devenu adulte, en fait, ne sait pas parler arabe. Et du coup, il se dit mais comment moi-même je vais transmettre à mes enfants ? Il y a des solutions, il y a des choses qui existent, il y a des ateliers qu'on peut mettre en place. Donc c'est vraiment ça, cette journée, c'est vraiment de dire on est capable de nous organiser. Nous sommes les parents, donc nous sommes responsables. Il s'agit de nos enfants. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, Christophe, lors de la chronique là un petit peu polémique. Moi, ce que j'ai dit aux parents, de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas sur cette histoire de séance d'éducation sexuelle, de toute façon, le message, c'est le même. C'est organisez-vous, entrez à l'école, posez des questions, suivez vos enfants. Si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel enseignement à l'école, mobilisez-vous. Vous êtes les parents. On peut pas faire n'importe quoi avec vos enfants. Il s'agit de vos enfants. Donc vraiment, ça s'inscrit là-dedans. Le 15 septembre, donc le pouvoir par rapport à nos enfants. Ça se passe à Montreuil, à la Parole Errante. C'est au métro Croix de Chavaux, et vous pouvez avoir toutes les informations sur la page Facebook Front de Mer. J'invite d'ailleurs les modérateurs de la page Christophe Le Grand Forum à partager. Comme ça, les auditeurs aussi pourront plus facilement s'y retrouver. Merci par avance. Alors, dans un instant, je vous demanderai en conclusion, parce que malheureusement le temps passe très vite, c'est déjà presque terminé, à tous les quatre d'avoir un mot de conclusion, et peut-être d'avoir un mot de sensibilisation, surtout sur les différentes problématiques que nous avons exposées depuis maintenant le début de cette émission concernant ce nouveau dispositif, ce nouveau système Parcoursup. Je fais un petit aparté en vous signalant que demain nous allons parler, nous allons à Marseille, puisque demain en studio nous recevrons le sous-directeur du McDo, qui est menacé de fermeture à Marseille, puisque le franchisé veut en faire une sandwicherie en se séparant de quelques salariés, de ses salariés la totalité, et les salariés se sont mobilisés parce que c'est un McDo qui, au-delà d'être un McDo, emploie la plupart des employés, donc sont issus des quartiers nord de Marseille, et donc ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont été reçus d'ailleurs par une intersyndicale du ministre à Bercy cet après-midi, et ils seront avec nous demain, et c'est vendredi que sera connue la décision finale quant à la fermeture ou non de ce McDonald's à Marseille. Nous y reviendrons donc avec le concerné, donc qui s'est mobilisé demain avec nous entre 16h et 18h. Donc mot de conclusion dans un instant sur France Maghreb 2, dans cette émission, la spéciale, la première de la saison, consacrée donc à Parcoursup. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour cette conclusion. Alors on va essayer de peut-être d'être en guise de conclusion, d'avoir un mot de conclusion pour peut-être rappeler et sensibiliser toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu peut-être nous suivre depuis tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes avec Nadir Kaya, Fatima Wassak. J'aurais dû commencer d'ailleurs par elle si j'étais un peu galant.
concernant cette émission-là spéciale. C'est donc la première. L'avantage du mercredi, c'est que Fatima et Nadir, vous ferez partie quasiment de toutes les spéciales du Grand Forum, puisque ça sera le premier mercredi de chaque mois. Donc, on aura nos spécialistes en la matière, avec évidemment alimenté d'invités, que sont aujourd'hui Goundo Diawara, qui est conseillère principale d'éducation dans un collège dans le 93, militante. Christophe, on te dit en fin d'émission, c'est 95. C'est le 95. Ah, 95, pardon. Pourquoi personne m'a rien dit? Ou j'ai fait semblant de pas entendre peut-être. Et puis, Lissel Quiro-Pérez, qui est historienne, enseignante, militante sur les enjeux d'éducation, enseignante notamment d'histoire à l'université de Rouen. Alors, je vais commencer peut-être par ces dames, un mot de conclusion. Tiens, par madame l'enseignante, peut-être pour un travail de sensibilisation en guise de conclusion, j'indique que nous avons 4 minutes pour que vous passiez tous les 4. Alors, première minute consacrée à Lissel. Oui, alors ce que je dirais, c'est que premier conseil, c'est plutôt de se renseigner. On a donc cette journée où on va un peu expliciter, traduire ce que c'est que cette 15 septembre. À Montreuil. Exactement, le 15 septembre à Montreuil. Donc se renseigner, savoir, parce que c'est très important qu'on puisse comprendre les enjeux et comment ça fonctionne pour pouvoir aider nos enfants, les accompagner au mieux. Ouais. Et donc être très attentif et vigilant à cela pour ensuite s'organiser collectivement, parce que même si notre premier réflexe est de le faire simplement pour nous et nos enfants, ce qui donnera le plus de fruits et qui sera le plus portera davantage c'est l'action collective, et voilà, donc on vous invite tous et toutes à nous accompagner le 15. Merci Lissel en tout cas. Goundo Diawara, pour le mot de conclusion de cette émission. Ça va être un petit peu redondant. Je partage ce qu'a dit Lissel, à savoir que l'implication des familles, des parents est vraiment essentielle dans la scolarité de leurs enfants, de la maternelle jusqu'à l'université. Vraiment, il faut s'impliquer, il faut entrer dans l'école. Parce que les parents sont légitimes, voilà, et ça c'est aussi un discours qu'on tient, auquel on tient vraiment au front de mer. Ouais. Donc il faut s'impliquer, et une fois que les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, verront que les parents se soucient véritablement des contenus d'enseignement, de la façon dont on traite leurs enfants, et même ça va jusque la formation des enseignants, et même la couleur des murs des écoles. Vraiment, tout le monde, les parents qui sont ce qu'on appelle les usagers également de l'école, sont concernés, et donc il faut s'impliquer, il faut pas craindre, il faut pas se dire que l'enseignement ne concerne que les professionnels. Voilà. Très bien. Donc s'impliquer. Nadir Kaya, alors t'es pas directement concerné, mais tu vas l'être bientôt avec un de tes enfants qui va rentrer bientôt au lycée, ou qui est déjà au lycée d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Non, moi ce que je peux dire tout simplement, j'ai entendu des mots-clés comme s'impliquer et s'organiser. Donc c'est aussi simple que ça. Quand les parents notamment sont conscients de ce problème-là et souhaitent quelque part parvenir à ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, c'est pareil. Il faut être présent de la maternelle jusqu'au plus haut niveau, parce qu'il faut un vrai suivi. Et en même temps, ça démontre quelque part à l'enfant que les parents sont là et sont réellement impliqués au quotidien, et notamment au souhait de l'enfant de réussir. Donc c'est comme tout, c'est être citoyen conscient en permanence. Et il y a que comme ça qu'on pourra réussir quelque part à être des exemples et à élever un maximum de personnes, notamment des quartiers populaires, à la citoyenneté et aux responsabilités et aux devoirs. Fatima Wassak, le dernier mot pour cette émission. Non, très rapide, pour dire dans la continuité de ce que viennent de dire les unes et Nadir, concernant le modèle qu'on peut être en tant que parent lorsqu'on se bat contre un système inégalitaire, contre des injustices, contre des entraves, les entraves dont on parlait tout à l'heure, par exemple sur Parcoursup. C'est vraiment être un modèle pour des enfants, mais pas forcément que pour des lycéens. Ça peut être pour des enfants très petits. Enfin, moi, mes enfants sont petits. Je me mobilise déjà en tant que parent, parce que de toute façon, c'est pas perdu. C'est-à-dire que le fait de se battre,
même si on n'obtient pas un changement de système forcément, mais de toute façon, ça participe de l'éducation des enfants, au sens où les enfants, ils voient que maman se bat, elle se laisse pas faire, elle se bat pour eux, elle se bat pour leur avenir, etc., etc. Et ça les construit pour demain, c'est-à-dire ça les construit dans leur identité, dans leur confiance en eux-mêmes. Ça leur montre que voilà, il faut pas qu'ils se laissent faire dans la vie, il faut pas qu'ils se laissent manipuler, il faut toujours qu'ils essaient de se battre, etc., etc. Donc vraiment, le fait de se mobiliser en tant que parent, de toute façon, ce sera à terme, de toute façon, ce sera une victoire, même si on n'arrive pas forcément à obtenir beaucoup. De toute façon, c'est une victoire pour les enfants. Et puis, alors, je disais, même si on n'arrive pas à obtenir beaucoup, en réalité, si l'ensemble des parents se mobilisaient pour un système plus juste, moins inégalitaire, etc., etc., si on obtiendrait énormément. Pourquoi ? Parce que sur cet enjeu-là en particulier, on est maître. Il s'agit de nos enfants. C'est pas comme sur d'autres questions sociales. Là, il s'agit de nos enfants. On en a l'entière responsabilité. Donc, il faut pas hésiter à reprendre le pouvoir pour ce qui les concerne. Fatima, rien n'est perdu, c'est pas foutu. Ouais, ou alors il y a un autre slogan aussi que j'ai redécouvert, et c'est un slogan qui a déjà été utilisé malheureusement par les altermondialistes. Enfin, malheureusement, les altermondialistes sont pas des ennemis non plus, mais c'est un autre monde est possible. J'adore que ça, c'est très important. J'aime mieux. De dire ça aux gens, de dire il n'y a pas de fatalité. En fait, c'est possible. On peut comme ça. Regarde Macron là, il est au plus bas. Même la loi, on peut la faire changer. Il n'y a pas de loi comme ça qui sont, sauf la loi divine. Sauf la loi divine. Oui, même si elle est passée, même s'ils sont. En tout cas, elles sont pas. Il y a pas de. Voilà, elles sont pas définitives. On peut se battre pour la changer. Encore faut-il être dans cet état d'esprit où on se bat collectivement. C'est ça. Et de manière une piste juridique à avoir par rapport à Parcoursup, tout simplement. Là, je réfléchissais. Des recours, tout simplement. En espérant que là, parce que là, ça pourrait reprendre la mobilisation. Hein. Alors, en tout cas, nous, Front de Mer, on en fera partie, c'est-à-dire avec d'autres organisations. Maître Rigui, Maître Maghrebi, de deux avocates. Ça pourrait partir, c'est-à-dire que là, effectivement, les résultats sont tellement catastrophiques que ça pourrait relancer une mobilisation. La mobilisation sociale, de manière plus générale, pourrait repartir aussi, même si elle a été quand même largement, elle s'est largement amoindrie durant l'été, ce qui est normal, mais ça pourrait repartir. Il faut être prêt aussi à participer. D'accord. Allez bien, écoutez, merci en tout cas à vous toutes et vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous. En tout cas, on donne rendez-vous pour aller encore plus rentrer dans les détails au-delà de cette émission, pour apporter, j'allais dire, du plus que ce que l'on a pu apprendre aujourd'hui. C'est à Montreuil que ça se passe et c'est le 15 septembre, organisé par qui ? Par le Front de Mer. Ouais, par le Front de Mer, d'accord. Le Front de Mer, 14h, c'est le rendez-vous, Croix de Chavaux, la parole errante, et on partagera tout ça sur le Facebook Christophe Le Grand Forum, mais vous pouvez aller directement vous renseigner sur le Facebook. Et il y a un magnifique goûter qui sera offert. Je vais le préciser quand même. Ah bah ça, t'as bien fait de le dire, parce que moi qui aime bien manger, je me suis dit bon, non, pas du tout. Non, t'inquiète pas, je serai prêt à traverser le monde, Fatima, pour aller te suivre. Merci en tout cas à vous tous pour cette première, en espérant qu'on a essayé de répondre à toutes les interrogations, les questions, et peut-être à ceux et celles qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait concernant l'enseignement supérieur. On a mis sur la table en tout cas les problématiques, en y apportant aussi des solutions, des propositions, parce qu'il ne suffit pas de faire des constats, mais il faut aussi proposer. C'est aussi le but de cette émission. Autre sujet, le mois prochain, ça sera le premier mercredi du mois d'octobre. Notre sujet qui sera abordé évidemment avec vous, chers amis auditeurs. Je précise, vous rappelle aussi que lundi, dans l'entretien du LGF, nous recevions Malik Bezou lundi dernier. Eh bien, c'est le président du CFCM à Métrograd qui sera notre invité lundi prochain, 17h. On sera à 3 jours des assises territoriales de l'Islam de France qui s'organisent jeudi prochain. Voilà, donc on en parlera avec lui, le président du CFCM, qui pour le coup, il y en a pas beaucoup, accepte de jouer le jeu et de répondre aux questions des auditeurs. Pour vous dire, j'en ai connu un, c'est Anouar Bibèche, et donc le deuxième, c'est Ahmed Ograd, qui accepte de répondre au peuple. Ça sera lundi à 17h sur France Maghreb 2. Bonne soirée à tous. Demain, on va illustrer une autre mobilisation. On va aller du côté de Marseille pour parler non pas des bienfaits du McDo, parce que personne ici ne le défendra, mais de la mobilisation qui s'entoure de ce McDo en particulier dans les quartiers nord, et qui est menacé de fermeture. Les salariés ont décidé de ne pas en rester là, et pour l'instant, eh bien, ils mènent une bataille qui a l'air d'être très suivie, puisqu'ils ont été reçus au ministère aujourd'hui. Réponse définitive vendredi. Ils seront avec nous demain sur France Maghreb 2. Bonne soirée à toutes et à tous. Star, Boaps et Yasser Louati seront nos deux chroniqueurs demain.